Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Mesdames, Messieurs, vous êtes une personne merveilleuse et vous faites quelque chose de véritablement bien. Vous écoutez la radio. Ici, les médias. Voici le sommaire. Ici, les médias. Gabon, le ministre de la Communication présente les défis de Gabon 24. Le paysage audiovisuel gabonais s'est enrichi avec le lancement à Libreville de Gabon 24, la nouvelle chaîne publique exclusivement consacrée à l'information. Ghana, le gouvernement ne prévoit aucune interdiction d'appel sur Internet. Au Ghana, le gouvernement rassure à propos des appels émis sur Internet via les réseaux WhatsApp, Skype et Viber. Nous aurons plus de détails avec Philomène Ducy. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs et des internautes, il fallait reparler de Jean-Patrice Keka, ce scientifique congolais qui a conçu et lancé une série de fusées fabriquées avec des objets de récupération. Roland Djakou vous l'expliquera. Algérie, le Premier ministre annonce une vague de fermeture de chaînes télévisées. En Algérie, le gouvernement a décidé de sévir pour mettre fin à ce qu'il considère comme l'anarchie dans le secteur audiovisuel. Bénin, le nouveau gouvernement suspend les contrats de publicité et de communication avec les médias. Un communiqué du secrétaire général du gouvernement annonce la suspension des contrats de publicité et de communication entre les administrations publiques et les médias. Karine Mambou nous en dira plus. Bonjour Karine. Aimé Désiré, bonjour. Tout le plaisir le mien de faire partie de la grande équipe d'Ici les médias. Bienvenue en Afrique du Sud. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un éclairagiste? En quoi consiste le métier d'éclairagiste? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias. C'est ici, les médias. Gabon, le ministre de la Communication présente les défis de Gabon 24. Le paysage audiovisuel gabonais s'est enrichi avec le lancement à Libreville de Gabon 24, la nouvelle chaîne publique exclusivement consacrée à l'information. Aimé Désiré. Ici, les médias. Gabon 24 propose depuis ce mercredi 3 sessions quotidiennes au rythme des pulsations de l'actualité. La mission de cette nouvelle chaîne de télévision est de traiter sous un angle différent l'information du Gabon, d'Afrique et du monde, a déclaré le ministre de la Communication Alain-Claude Bilibizé lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle chaîne de télévision. Toujours selon le ministre de la Communication, il faudra ensuite régler l'épineuse question du financement par une nouvelle articulation du marché de la publicité, tout comme il faudra mettre en place les mécanismes de financement public plus en phase avec les réalités du moment. Autour du slogan « Vois le Gabon autrement », Gabon 24, qui s'est déjà installé sur le canal 324 du bouquet Canalsat, entend présenter les atouts économiques, sociaux, culturels et environnementaux d'un pays et d'un continent en mouvement. Ici, les médias. Ghana, le gouvernement ne prévoit aucune interdiction d'appel sur Internet. Au Ghana, le gouvernement rassure à propos des appels émis sur Internet via les réseaux WhatsApp, Skype ou Viber. Philomène Ducy. Ici, les médias. Le gouvernement n'envisage aucune interdiction d'appel sur Internet, a déclaré le ministre ghanéen de la Communication, Edouard Oumane Bouma, qui s'exprimait lors de la journée des télécommunications et de l'information. La réaction du gouvernement ghanéen était attendue depuis un moment, alors que les opérateurs de téléphonie de ce pays demandaient que des restrictions soient imposées aux appels sur Internet. Les sociétés MTN, Tigo, Airtel, Expresso et Glo se plaignent des pertes liées à la baisse des appels sur leurs réseaux respectifs, alors qu'ils ont payé des licences. MTN Ghana avait même lancé une campagne contre les appels sur Internet. La multinationale sud-africaine avait adressé des propositions à l'autorité nationale des communications. Cet organe avait déclaré qu'il analysait la situation et que la décision à prendre devrait arranger toutes les parties, notamment les opérateurs de téléphonie et les utilisateurs des services Internet d'appel. Selon les statistiques 2015, le Ghana compte un peu plus de 35 millions d'abonnés aux services téléphoniques, tandis que les souscripteurs des données Internet atteignent un peu plus de 18 millions. Ici, les médias. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala. Alors nous avons en ligne Cédric Tachago et Olivier Nkayou. Bonjour Olivier. Bonjour Aimé Désiré.
Alors Cédric, la question est à vous. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement ghanéen ? Eh bien, au regard de cette actualité, nous pensons que le gouvernement ghanéen a été quelque peu dur avec ces sociétés qui opèrent dans le domaine de la téléphonie. Ouais. Ceci dans le sens où il adresse une fin de non-recevoir à ces entreprises qui se plaignent de l'impact négatif sur leur chiffre d'affaires. Mais nous sommes d'avis que suspendre ces appels gratuits n'aurait pas été une très bonne chose. Voilà. Des mesures pouvant concilier toutes les parties auraient donc dû être envisagées. Puisque la situation est réelle, l'émergence de ces sociétés dites over the top, en abrégé OTT, des smartphones à des prix abordables et des services 3G et 4G a considérablement modifié les habitudes des populations en matière de télécommunications. Ceci est donc une réalité. Émettre des appels à des proches se trouvant hors du pays devient quelque peu aisé grâce à ces services de contournement. Et le Ghana n'est pas un cas isolé puisque la préoccupation est d'actualité dans de nombreux pays africains. Ouais. Tenez par exemple au Sénégal, des études sont en cours et des experts mènent des réflexions sur l'impact de ces sociétés over the top. Et les plaintes sont également pressantes comme en Afrique du Sud où le patron de MTN South Africa a déclaré tout récemment que ces acteurs dégagent des bénéfices énormes sans véritable investissement et qu'ils ne paient aucune taxe et ne disposent pas de licence de téléphonie. Il demandait ainsi aux régulateurs d'intervenir pour parvenir à un traitement équitable entre opérateurs télécoms et les services dits OTT. Et au Maroc aussi, les opérateurs ont par contre réussi à bloquer ces appels en janvier dernier. Tout ceci démontre combien il est important que des réflexions soient engagées pour venir à bout de ce qui s'apparente déjà à une véritable concurrence. Voilà, d'accord. Ouais. Alors, Olivier, à qui profitent véritablement les appels sur Internet ? À la question à qui profitent les appels sur Internet, on a presque envie de répondre en souriant aux internautes, bien sûr. Seulement, il serait trop simpliste de le dire ainsi, car bien que toute personne ayant une connexion Internet et le terminal lui permettant d'y avoir accès puisse passer des appels, il y a quand même autour de l'utilisation d'Internet un marketing psychologique bien huilé. Ainsi, selon que l'on a un bon boulot, une bonne situation sociale entre guillemets, on se met des barrières psychologiques qui font qu'on se considérerait comme ringard à utiliser des applications qui permettent de passer des appels gratuitement via Internet. Cela dit, on se rend donc très vite compte que ce sont les personnes ayant une bourse plus réduite qui profite le plus des appels sur Internet. Évidemment, dans cette catégorie, on dénombrera de très nombreux jeunes friands de nouvelles technologies et toujours à l'affût et au courant des dernières applications développées. Alors Olivier, le problème que rencontrent les opérateurs téléphoniques au Ghana aujourd'hui est un problème propre aux nombreux opérateurs téléphoniques en Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette concurrence déloyale de WhatsApp et Viber et autres ? Ce serait un peu prématuré, voire pas juste, de parler de concurrence déloyale de la part de WhatsApp, Viber ou toute autre application d'appel gratuit sur Internet. Car, rappelons-nous, il y a environ une quinzaine d'années, lorsque débarquaient les téléphones mobiles, tout le monde fit alors vite fait d'abandonner le téléphone fixe, qui était alors le moyen le plus moderne de communiquer et de passer des appels. À cette époque, disais-je, les opérateurs de téléphonie mobile étaient bien contents de débarquer sur le marché de la téléphonie et surtout de ringardiser ceux qui alors étaient opérateurs de téléphone fixe. Aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile doivent faire face à une autre forme de concurrence. L'ironie de la concurrence étant qu'ils sont eux-mêmes les fournisseurs de leurs concurrents, qui ne sont autres que les développeurs d'applications web. Pour revenir aux opérateurs qui boudent en Afrique, non seulement ils devraient arrêter de bouder, car ils se font déjà, à mon avis, beaucoup d'argent avec des offres pas toujours très au top, mais il ferait mieux de réfléchir à des offres plus globales, comme celles qui se font en Occident, avec Internet plus télévision et téléphone fixe pour les ménages, et appel plus Internet limité ou illimité, selon le cas, pour les téléphones mobiles. Cela éviterait des malentendus sur les nouvelles applications, car on l'a souvent dit,
En ce qui concerne Internet, la réflexion doit être globale car une application web développée sur un point X de la Terre doit pouvoir être utilisée sur un autre point Y de la Terre. Voilà. En somme, les opérateurs de téléphonie mobile doivent juste adapter leurs offres aux évolutions technologiques en privilégiant peut-être les abonnements aux cartes prépayées. Voilà. Merci Olivier NKU, ne partez pas, je vous en prie. Cédric, jusqu'où peut aller cette concurrence? Est-ce qu'on se risquerait à prédire la mort prochaine des appels téléphoniques classiques? À cette question, il est clair que la concurrence va suivre son cours et va même peut-être prendre une autre tournure aimée et désirée. Car avec le développement de ces nouvelles technologies, le nombre d'utilisateurs de ces applications OTT que sont WhatsApp, Viber, Imo ou Skype va considérablement augmenter. Mais nous ne pensons pas qu'une mort des opérateurs de téléphonie est envisageable, vu que ces derniers, par leur service Internet, offrent même la possibilité d'avoir accès à ces services d'appel gratuits. À notre humble avis, une véritable révision des stratégies est à envisager. Les sociétés de téléphonie devraient donc penser à s'adapter à cette nouvelle donne, vu que la population intègre déjà dans ses mœurs cette nouvelle façon de communiquer. Des partenariats pourraient ainsi voir le jour pour éviter d'aller sur ce terrain des télécommunications comme de véritables ennemis qui se regardent en chien de faïence, même si c'est vrai qu'en termes d'affaires, on parle souvent d'amitié de façade. Et aussi, les autorités chargées de réguler ce secteur pourraient penser à la mise sur pied d'une véritable législation afin qu'on évolue désormais sur des bases plus saines. Ouais. Merci Cédric. Ne partez pas, je vous en prie. Alors que tout semble bien aller entre les gouvernements et les médias au Gabon et au Ghana, au Bénin, le gouvernement vient de mettre un terme aux différents contrats avec les médias. Bénin, le nouveau gouvernement suspend les contrats de publicité et de communication avec les médias. Un communiqué du secrétaire général du gouvernement annonce la suspension des contrats de publicité et de communication entre les administrations publiques et les médias. Karine Mambo. Ici, les médias. La communication et les informations officielles au Bénin ne seront connues désormais que par la seule direction de communication, car le gouvernement a précédemment supprimé tous les postes de chargés de communication dans les ministères et sociétés d'État. Le gouvernement n'a pas donné la raison pour laquelle il arrête de communiquer dans les médias. Toujours est-il que sa décision est diversement commentée par la presse locale. Pour le journaliste Wilfried Oubendi, en service au quotidien La Nation, il s'agit d'une mesure temporaire car le gouvernement veut voir plus clair dans le secteur des médias. D'ailleurs, des décisions similaires ont été prises dans d'autres secteurs. En effet, la rupture est prônée mais désirée depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Quel que soit le bien fondé de la décision du gouvernement, le journaliste Bazé Tibozo craint que plusieurs entreprises de presse ne réussissent pas à suivre à cette interruption de la publicité. De plus, le gouvernement est accusé d'avoir agi de manière unilatérale. Conséquence directe, il n'a pas fait le distinguo entre les véritables entreprises de presse et celles qui sont le fait de quelques aventuriers. Karine Mambo depuis Johannesburg pour Ici les médias. Ici, les médias. Merci Karine. C'était Karine Mambo, notre correspondante à Johannesburg. Olivier, vous êtes resté en ligne avec nous. Olivier, un élément d'analyse. Depuis l'arrivée de M. Talon au pouvoir, on a noté un certain nombre de ruptures dans plusieurs domaines. Cette fois-ci, c'est la communication qui est touchée. Quelle analyse faites-vous de cette mesure du gouvernement béninois ? Pour ce qui me concerne, mes désirés, je trouve que le gouvernement béninois, sous la houlette de M. Talon, est tout à fait dans son rôle. Ouais. Car les Béninois, à travers l'élection de ce dernier, ont clairement manifesté leur besoin de changement. Et qui dit changement, dit réforme. Et il est clair que toutes les réformes ne sont pas faites pour plaire, et très souvent divisent l'opinion. La preuve, la presse qui est ici principale concernée ne partage pas la même opinion. C'est clair que M. Talon, qui a été porté à la tête de l'État, n'a pas été élu pour appliquer une politique déjà en place, mais bien pour appliquer la sienne, qui logiquement devrait conduire au développement socio, politique, économique et culturel du Bénin. Maintenant, on peut faire des commentaires sur la manière dont a agi le gouvernement béninois en se posant la question de savoir si les médias concernés par cette mesure ont été informés au préalable
afin de prendre des mesures adéquates, ou alors le gouvernement a tout simplement fait un passage en force. Tout compte fait, la modernisation d'un État passe par des réformes, même impopulaires, au sein d'une certaine opinion. Car une réforme gouvernementale, sachons-le, ne fera jamais l'unanimité. Merci Olivier. C'était Olivier NKU, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. S'il y a quelqu'un qui aurait voulu attirer autant l'attention des gouvernements, il s'agit bien de Jean-Patrice Keka Oyemba Okessi. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait en parler. À la demande des auditeurs et des internautes, il fallait reparler de Jean-Patrice Keka Oyemba Okessi, ce scientifique congolais qui a conçu et lancé une série de fusées fabriquées avec des objets de récupération. Roland Diakou. Ici, les médias. Bonjour mes désirés, bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir d'être sur ces antennes pour parler de ce qu'il fallait en parler. Donc ici, les médias. C'est le cas de Jean-Patrice Keka Oyemba Okessi, qui est un scientifique congolais de Congo-Kinshasa qui a conçu et lancé une série de fusées fabriquées avec des objets de récupération. Alors, ce scientifique a fait ses classes à l'Institut supérieur des techniques appliquées, abrégé ISTA de Kinshasa. En 2005, DTA, développement tous azimuts, la société qu'il dirige, conçoit un programme de conquête spatiale appelé Troposphère, qui porte sur le lancement de 5 fusées expérimentales ne devant pas dépasser 36 152 mètres d'altitude. Après avoir acquis un terrain sur le site de Menkao, DTA conçoit un centre de contrôle équipé, entre autres, d'un système automatique de mise sous tension, d'un système de télémétrie, ce qui permet de calculer la vitesse et l'altitude par GPS, d'un système vidéo de suivi de l'évolution du trajet de la fusée et d'une rampe de lancement. Alors, Troposphère 1, la première fusée, n'a jamais pu être lancée comme prévu en avril 2007 pour des raisons techniques. Troposphère 2 a été lancé avec succès le 10 juillet 2007 et a atteint 1014 mètres d'altitude en 35 secondes. Alors, Troposphère 3 aurait dû être lancé le 12 octobre 2007, ce fut un échec. Par contre, Troposphère 4 a été lancé avec succès le 10 juillet 2008, un an, jour pour jour, après Troposphère 2. La fusée a atteint 1548 mètres en 47 secondes. Troposphère 5, la dernière fusée d'une série de 5, a été lancée le 28 mars 2008. Toutefois, le lancement n'a pas été un succès car la fusée n'a pas décollé verticalement et s'est écrasée. Malgré l'échec de la dernière et plus importante des fusées, la leçon à tirer est qu'une équipe de scientifiques congolais a commencé à travailler sur un projet spatial avec des fonds très limités. Même la NASA, ça il faut le rappeler mes désirés, même la NASA a connu des échecs en essayant de conquérir l'espace et la Lune. Il semblerait finalement que Jean-Patrice Keka ait modernisé le centre de contrôle de DTA, qui est l'entreprise dont il a la charge pour le lancement futur de Troposphère. On espère bien que cette fois ce sera la meilleure pour DTA, développement tout azimut. Donc ça prouve que l'Afrique gagne, l'Afrique pense, comme je le disais à l'entrée de mon propos, l'Afrique a une envie folle de conquérir. Et mes désirés, il fallait en parler, on n'en a pas suffisamment parlé, peut-être certaines personnes ne savent même pas que Jean-Patrice Keka Oyemba Okessi et son entreprise développement tous azimuts ont déjà lancé 5 fusées et surtout avec du matériel de récupération. Ça, il fallait en parler. Je pense que j'en ai fait ma part et aussi que ça va pas entrer dans les oreilles des sourds. Ici, les médias. Merci Roland. C'était Roland Diakou, notre correspondant à Libreville. Pendant que le gouvernement béninois décide de mettre fin aux différents contrats publicitaires avec les médias privés, en Algérie, on annonce une vague de fermeture des chaînes de télévision. Algérie, le Premier ministre annonce une vague de fermeture de chaînes télévisées. En Algérie, le gouvernement a décidé de sévir pour mettre fin à ce qu'il considère comme l'anarchie dans le secteur audiovisuel. Philomène Ducy. Ici, les médias. Sur les quelques 60 chaînes de télévision qui diffusent en Algérie, seules 5 sont agréées par les autorités. Les autres bénéficient de la tolérance. Le Premier ministre algérien Abdelmak Sela a assuré que la loi sera appliquée. Dans un discours prononcé ce 23 mai 2016 au Palais de la Culture, il a annoncé, comme vous l'avez si bien dit et désiré, la fermeture de plusieurs chaînes de télévision. Cela se fera dans les tout prochains jours. Les instructions ont déjà été données au ministre de la Communication, a dit le Premier ministre, et les fermetures vont concerner les chaînes de télévision privées non agréées. Qu'ils soient agréés ou non, tous ces médias émettent depuis l'étranger, mais disposent généralement d'un bureau en Algérie où ils ont un statut de chaîne de droit étranger. Cette donne va changer, promet le Premier ministre Abdelmak Sela. Il dit, je cite, un cahier des charges sera arrêté. Les chaînes qui respectent ces clauses seront agréées comme étant des supports de droit algérien. Le reste sera interdit
exercée sur le sol algérien. Fin de citation. Cependant, il n'y a pas que la question de l'agrément qui guide l'action du gouvernement, nous indique Agence Ecofin. Le Premier ministre algérien fustige les contenus proposés par les chaînes de télévision. Pour lui, des lignes rouges ont été franchies. Il dénonce notamment la publicité mensongère, la manipulation, l'humiliation, le chantage, la diffamation, la divulgation de secrets d'enquête ou encore des pressions exercées sur les cadres de l'État. Abdelmalek Sela accuse aussi certains médias d'évasion fiscale et de transfert illicite des devises. En réaction, plusieurs médias algériens soupçonnent une volonté de réprimer les voix critiques au régime du président Abdelaziz Bouteflika, dont la capacité de diriger le pays est remise en question du fait de son état de santé. Ici, les médias. Merci Philomène. C'était Philomène Ducy à Douala. Alors, pour appréhender les enjeux d'une telle décision ministérielle, nous avons en ligne avec nous Ismaël Karim. Ismaël, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Alors Ismaël, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle venue de l'Algérie ? Pour ma part, c'est une nouvelle qui ne peut qu'être salutaire dans la mesure où le gouvernement avait pratiquement perdu la main pour peu que quelqu'un ait ses petits moyens, qu'il met également sur pied sa chaîne de télé, pour peu que quelqu'un ait ses petits moyens, qu'il mette donc sur pied sa chaîne de radio, sans toutefois demander une certaine quelconque autorisation, sans toutefois aller donc se confirmer auprès des décideurs pour le respect des normes qui pourraient nous conduire donc à opérer dans ce secteur-là. Donc le pays s'est vu abriter un certain nombre de radios, un foisonnement de radios, de télévisions. Alors la décision du gouvernement pour ma part reste salutaire pour essayer donc de normaliser le secteur de la communication dans ce pays-là afin que nous puissions savoir qui est qui, à qui avons-nous affaire, qui opère dans quel secteur, qui émet en Algérie, qui n'émet pas en Algérie. Je crois que pour l'heure, c'est une décision qui pour ma part reste salutaire et normale. Ismaël, dans cette émission, vous parlez déjà de la tolérance administrative. Cette tolérance a contribué à la naissance de nombreux médias un peu partout en Afrique. Et en Algérie, le gouvernement semble perdre la main. À qui profite véritablement cette tolérance ? Pas certainement à l'État, mais aux chefs d'entreprise des télévisions qui poussent comme des bouts de chou et qu'on espère qu'à un moment donné, ils reviendront donc se conformer parce qu'au départ, la tolérance administrative est mise sur pied pour pouvoir permettre à certaines personnes qui n'ont déjà pas des moyens de se payer les taxes. Le gouvernement, pour dans un premier temps, vous laisse donc opérer dans ce secteur tout en espérant qu'à un moment donné, vous viendrez vous conformer. Alors, lorsqu'à un bout de certains moments, on se rend compte que vous payez des salaires ou encore vous avez du mal donc à payer donc à la masse salariale et que vous avez du mal, vous glanez beaucoup de fonds et que vous faites beaucoup d'argent sans toutefois donc payer les taxes, il y a problème. Donc je crois que c'est dans cet ordre d'idée que l'Algérie en vient donc à pouvoir à stopper également ce système d'anarchie qui avait pris donc le dessus donc sur le gouvernement et qui n'arrivait déjà plus à mettre la main sur qui que ce soit, de pouvoir essayer de demander à tout le monde de rentrer dans l'ordre ou encore de faire un appel, de lancer un appel à ces chefs d'entreprise à pouvoir venir se confirmer. Au pire des cas, ils trouveraient donc leur entreprise donc fermée. Je crois que l'exemple de l'Algérie devrait également se tendre sur toute l'Afrique pour que le secteur de la presse puisse connaître également l'apogée ou encore puisse connaître un succès jamais vécu donc pour ce continent qui a beaucoup à prouver et qui reste disponible pour la création des entreprises qui sont toutefois normales. Donc pour nous, Africains, si on de l'Algérie reste salutaire et pour dire vrai, la tolérance administrative ne profite que aux chefs d'entreprise et non pas à l'État. Merci Ismaël. Merci mes désirés, merci à tous et à la semaine prochaine pour d'autres infos. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. C'est en France. Fermer les médias en Algérie suppose mettre fin à des dizaines d'emplois. Mettre également fin à des dizaines d'emplois d'éclairagistes. Ah, en fait, qu'est-ce qu'un éclairagiste ? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un éclairagiste ? En quoi consiste le métier d'éclairagiste ? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. À la fois technicien et artiste, l'éclairagiste met en lumière un spectacle, un plateau de télé ou un tournage d'après les intentions du metteur en scène et du décorateur.
Lorsqu'il opère lors d'un tournage ou de tout autre événement, il occupe un poste déterminant pour le rendu final de la représentation. Il intervient très tôt dans le développement du spectacle pour proposer ses idées, mais aussi durant sa réalisation pour orchestrer la mise en lumière et ensuite pour superviser le démontage du matériel. Encore appelé concepteur lumière, ce professionnel a des tâches bien précises dans la chaîne de fabrication d'un produit audiovisuel. De prime abord, il lit le scénario du metteur en scène pour décrypter le message, s'imprégner des lieux, des décors et des costumes et imaginer la mise en lumière, la direction des éclairages et des effets spéciaux. Il est chargé entre autres de la gestion du matériel en termes de location ou d'achat, du respect des prescriptions en matière d'électricité et de sécurité, de l'entretien et de la maintenance du matériel d'éclairage. Dans l'exercice de ses fonctions, l'éclairagiste programme les jeux de lumière et les mouvements de projecteur à partir du pupitre appelé jeu d'orgue et par ordinateur. Il veille au bon respect de ses indications auprès du régisseur lumière et de son équipe de techniciens et effectue l'entretien et la maintenance du matériel d'éclairage. Mêlant technique et créativité, le métier est très complet et exige une qualification dans plusieurs domaines de compétences. Tout d'abord, il doit obligatoirement disposer d'un bagage technique solide et maîtriser les rouages du métier. Ainsi, l'optique, l'électricité, la photométrie, la colométrie, l'électrotechnique et l'informatique ne doivent pas lui échapper. La connaissance des normes de sécurité est également indispensable. En plus de ses qualités de technicien, le créateur lumière doit être doté d'un certain sens artistique, d'imagination et d'inspiration pour réaliser ses arrangements et traduire de façon juste les demandes du metteur en scène. Résistance et rigueur dans le travail sont essentielles au vu de la charge de responsabilité et de la réactivité nécessaire durant les représentations. Ce magicien de la lumière ne travaille pas seul. Il doit être capable d'encadrer une équipe et de prendre en charge la gestion et l'organisation de l'équipement. Des projecteurs traditionnels aux programmations sur ordinateur en passant par les appareils d'optique, les sources de lumière sont très variées. Si l'informatique est devenue omniprésente, rien n'empêche l'éclairagiste d'avoir recours à des techniques désuètes. Par exemple, un écran de tissu pour un jeu d'ombre chinoise. Jadis, le métier d'éclairagiste était principalement occupé par des autodidactes. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui suite à une mutation du métier qui se veut plus informatisé et technique et à des employeurs qui exigent un niveau de qualification toujours plus élevé. La formation dans une école spécialisée dans l'audiovisuel est donc impérative. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir pour être éclairagiste, à vous de prendre la décision qui s'impose pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Passionnés des médias, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. Production, Adaprod, coproduction, Record FM Gabon. Nous correspondons à Libreville. Roland Diakou, Philomène Ducy, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris, Karine Mambo à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Retrouvez ce programme sur notre chaîne YouTube, Ici les médias. Dans ce studio, Marcy Bumba. Lui, Aimé Désiré. Passionné des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous samedi sur votre radio.